Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro du podcast Actu 100% local. Dans ce numéro, nous aurons une présentation de l'actu de la région faite par Alice. Par la suite, un flash partenaire, cette fois-ci de la Maison des ados et des jeunes adultes, présenté par Blandine de la Maison des ados. Après ce flash partenaire, nous avons une table ronde sur le thème du jeu vidéo présentée par 2 services civiques et 2 jeunes suivis à la mission locale. Par la suite, nous avons les coups de cœur sur le thème du handisport présenté par Raphaël. Et enfin, nous avons un flash métier et formation présenté par Sarah sur le métier de sound designer, aussi appelé designer sonore. Actu locale. À compter du 3 novembre, le service hospitalier du CHU de Caen, déjà en sous-effectif, ne pourra plus accueillir de jeunes médecins en formation, à la suite de la suspension de son agrément de stage. Il n'y aura plus d'internes de médecine en stage après la 6e année d'études, ni de docteurs juniors en dernière année, ou d'externes 4e et 5e année. La plupart de ces jeunes médecins en formation sont pourtant indispensables pour maintenir l'offre de soins. La direction du CHU l'a annoncé au syndicat du personnel le lundi 27 octobre. Cela touchera bien les 14 postes remplis jusqu'ici par des internes de médecine générale, comme cela avait été communiqué dès septembre, mais aussi les 16 postes d'internes dits de spécialité, c'est-à-dire en médecine d'urgence ou en gériatrie dont le sort n'était pas encore décidé. Ces derniers ont été relocalisés à la dernière minute vers d'autres établissements du territoire. Flash partenaire. Bonjour, je m'appelle Blandine, je suis chargée de prévention. Chargée de prévention, c'est une des missions autour de la santé. Et donc dans mes missions, je prévois des ateliers, des actions qui vont permettre de parler de santé avec les jeunes ou d'accompagner les professionnels qui veulent mettre en place des actions autour de la santé. La Maison des adolescents et des jeunes adultes du Calvados, c'est un lieu qui accueille les jeunes de 12 à 25 ans quand il y a besoin, que ce soit pour une question, une information, un moment de difficulté. Les jeunes peuvent venir à l'accueil et être reçus par un professionnel. C'est aussi, la Maison des ados et des jeunes adultes, un lieu où on peut venir et être accompagné sur une plus longue durée, quand il y en a besoin, si il y en a besoin, ou aussi lors de temps d'ateliers proposés aux jeunes sur une thématique de santé. Donc pas besoin d'avoir une difficulté, on peut aussi venir juste pour partager un moment à la Maison des ados et des jeunes adultes. Bienvenue à la table ronde. Bonjour et bienvenue à cette table ronde qui parlera de l'impact des jeux vidéo sur la vie des jeunes. D'abord, on va se présenter. Moi, c'est Ali, je suis en service civique à la mission locale. Moi, c'est Alan, je suis également en service civique sur la thématique de sport, loisirs et culture. Moi, c'est Raphaël et je suis un jeune de la mission locale. Moi, c'est Amira, je suis une jeune de la mission locale. Alors, la première question, ça va être quel est le rôle des parents ou des responsables légaux face à la place que prennent les jeux vidéo dans la vie des jeunes ? Moi, je pense que leur rôle, c'est de poser des limites et tout simplement de ne pas déborder sur leur vie perso, tout simplement, mais pas non plus trop les restreindre, parce que les jeux vidéo, c'est cool. Puis, ça fait partie d'un divertissement et chaque enfant a besoin de s'épanouir, de s'amuser, du coup, pas trop les priver, mais poser un certain cadre, toujours. Du coup, moi, je vais affirmer ce qu'il a dit Alan. Faut vraiment mettre des limites par rapport à ça. Et aussi, ce que je peux ajouter, c'est surtout à ça, parce que les parents, ils sont beaucoup trop stricts, je trouve, sur ça. Et ils devraient laisser un peu de temps de jeu à leur enfant et voir aussi ce qu'ils font, en fait. Les parents viennent un peu découvrir ce qu'ils font leurs enfants pour savoir pourquoi en fait, ils passent aussi beaucoup sur leur console. Je pense que les parents doivent rester plus longtemps avec ses enfants et
et pas laisser trop de temps sur les jeux vidéo. Vous pouvez aussi également parler de votre vie personnelle. Vous n'êtes pas obligé de définir la question. Vous pouvez juste parler de votre propre expérience avec les jeux vidéo, tout simplement. Moi, je peux quand même parler. Bien sûr, vas-y. Je pense que les parents doivent avoir une place un peu plus conséquente en fait à ce niveau-là, parce que personnellement j'ai touché aux jeux vidéo pour la première fois que j'avais 5 ans. J'ai pas eu de cadre, ça s'est très vite remarqué. Et je pense en fait que maintenant en fait dans l'époque en fait dans laquelle on vit, ça devient encore beaucoup plus important de mettre un cadre et de faire attention à ses enfants en fait et ce qu'ils font autant sur les jeux vidéo que sur internet en général. Deuxième question. Les jeux vidéo peuvent-ils contribuer à développer certaines compétences cognitives ou physiques telles que les réflexes, la stratégie ou la concentration ? Bien sûr, tout dépend des jeux vidéo déjà. Et puis même, tout jeu vidéo a un but stratégique. Par exemple, nous, moi et Raphaël, on joue beaucoup à FIFA. Et des fois, ça aide beaucoup pour la pratique sportive, tout simplement. Dans le foot, moi je sais que c'est ce qui m'a un peu fait... aimer le foot d'un terme management, parce qu'avant je voulais juste être joueur, et le fait de jouer à FIFA, de jouer en mode carrière, en Ultimate Team, ça m'a permis de me consacrer plus sur l'équipe et moins sur le fait de pratiquer, et ça m'a aidé pour devenir éducateur sportif au Sportif Club d'Hérouville. Du coup oui, c'est un but tout simplement. Du coup, moi j'ai un exemple aussi de jeu. Je vais rejoindre Alan. C'est sur le jeu de Fortnite. En fait, c'est que tu travailles en équipe. Donc ça, c'est intéressant. Et au niveau de stratégique, c'est beaucoup mieux quand tu es en équipe pour savoir qui fait quoi dans le jeu, où il faut aller pour protéger quelqu'un. Donc des exemples comme ça. Moi, je pense que les réflexes ils sont quand même bien en fait améliorés en fait au fur et à mesure, notamment en fait quand on joue au FPS avec beaucoup de réflexes et en fait savoir réagir aussi sur l'instant, ça aide beaucoup à ce niveau-là. Moi je pense oui, mais si il joue beaucoup, ça peut être le contraire. Troisième question, combien d'heures par jour pensez-vous qu'un jeune devrait-il passer à jouer ? Sur une journée de 24 heures, je pense que 5 heures, je pense que c'est bien, c'est raisonnable, c'est pas trop strict et c'est pas trop non plus débordant, donc 5 heures par jour, je pense que c'est bien. Pour moi, je vais rejoindre un peu à la nouvelle dans ces heures-là, entre 5 à 6 heures grand max à peu près. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une pause entre le temps de jeu qu'il fait. Comme ça, c'est pas trop sur le jeu à chaque fois. Donc s'il fait une sonne pause, ça va diminuer aussi la capacité soit de la fatigue, qui reste trop sur les écrans au niveau des yeux, qui abîme les yeux. Donc ça peut passer vite en fait 5 heures s'il y a des pauses entre deux. S'il n'y a pas tout le temps pendant 5 heures non-stop sur le jeu. Il me semble de toute façon que ce qui est recommandé, c'est prendre des pauses toutes les heures. C'est ça. Des pauses toutes les heures de minimum 15 minutes. Un peu comme la conduite finalement. Voilà, c'est ça, donc il faut faire aussi beaucoup attention à ce niveau-là. Je vais être un peu à l'opposé de vous. Je pense que 1h30, 2 heures, dans le cas par exemple où on travaille, c'est largement suffisant. Parce que les écrans, ça reste assez dangereux pour la santé. Il faut faire attention. Ça peut empiéter sur le sommeil. Et ça reste très important à ce niveau-là. Donc il faudrait se limiter aussi à ce niveau-là. Je dis pas que vous avez tort. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune et que j'avais pas de travail. Mais c'est vrai que de ce que je vois à moi, 5-6 heures ça paraît beaucoup, mais voilà. Après tout dépend des créneaux, c'est sûr que si tu fais ça à minuit, 5 heures ça va être un peu beaucoup, mais après si tu fais ça en début d'après-midi, 5 heures sur une journée ça va. Après, bon. Donc c'est pas tous les jours. Oui voilà. Après comme Diali, je la rejoins en fait. Du coup après c'est logique de ce qu'elle a dit par rapport aux heures de temps de jeu. En fait, si tu as un travail derrière et que en même temps, tu travailles tôt le matin et que tu enchaînes une nuit de jeu, en fait, tu ne seras pas concentré sur la vie active, sur le travail. Et tu ne seras pas dynamique dans ce que tu vas faire, donc tu risques de faire plus d'erreurs dans ta journée. Donc, admettons, c'est un métier dangereux,
soit qui peut prendre des risques souvent dans le bâtiment, soit le bâtiment, soit en hauteur au niveau quand tu fais les toits. Donc admettons c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo pendant 5 heures et rester concentré dessus, en fait il sera fatigué pour le travail et il peut avoir plus de risques d'accident. Je pense juste qu'il va pas se pointer tout court s'il fait ça. Et du coup, toi, Amira, tu penses que... Moi, je pense 2 heures, 3 heures, c'est bien. Ok. Et aussi, par rapport au l'âge aussi. Ah oui, c'est vrai. De 10 ans, enfin, 16 ans, ou 15 ans, ça peut être la différence. Ouais, c'est pas la même chose, mais bien sûr. C'est vrai que l'âge rentre beaucoup en compte. Je pense vraiment qu'en dessous de 10 ans, il ne faudrait pas dépasser 1 heure. Oui, et puis pas tout seul, je pense aussi. Pas tout seul, comme on a dit sur une question. Quatrième question. Pensez-vous que les jeunes préfèrent sociabiliser en ligne plutôt que dans la réalité ? Tout dépend du profil du jeune. S'il est de nature sociable, il va faire les deux. S'il est un peu plus discret, il fera selon ce qui le met le plus à l'aise. Mais oui, il y a des types de personnes qui préfèrent sociabiliser sur un écran, à travers un casque, un micro, parce que ils ont du mal avec la barrière humaine. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est le profil du jeune. Ça, je suis tout à fait d'accord avec Alan par rapport à ça. Et souvent, quand tu te confies en ligne avec des gens, quand tu sociabilises en ligne sur des jeux, les jeunes, ils ont plus la facilité de parler à des inconnus qu'à des personnes qui connaissent dans la vie de tous les jours. Du coup, ce sera beaucoup plus facile pour eux d'en parler. Souvent, il y a beaucoup de cas comme ça. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est que grâce à ça, la sociabilité en ligne peut débloquer la sociabilité dehors, à l'extérieur, parce que du coup tu vas rencontrer la personne en ligne et après souvent, dans les cas que c'est déjà arrivé, c'est que tu vas la rencontrer dans la vraie vie. Du coup c'est là où ça peut fonctionner après la sociabilité pour faire comme dit Alan pour les deux. Mais dans ce cas-là, est-ce que vous pensez pas que ça peut plutôt créer aussi une barrière entre justement le en ligne et la réalité ? Est-ce que vous pensez pas aussi que ça peut être en fait quelque chose qui rend en fait qui donne en fait un sentiment de sécurité par rapport à l'extérieur ? Si, mais moi j'ai eu une période où je refusais le contact humain et je préférais tout simplement parler à travers les réseaux ou à travers les jeux vidéo. Mais je pense que ça peut se travailler, mais oui, il y a une certaine barrière qu'il faut savoir gérer. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et même aussi au niveau des barrières en fait, ce qui peut être aussi inquiétant c'est par rapport au niveau des parents en fait. Si l'enfant reste trop focalisé sur ses jeux vidéo avec ses amis en ligne en fait, souvent t'as beaucoup de jeunes ou que ce soit d'adultes qui vont oublier leur famille en fait derrière. Il y a aussi l'impact familial. Après moi je pense que les enfants en dessous de 15 ans ne devraient pas jouer en ligne. Parce surtout avec des inconnus, il y a beaucoup trop de risques. Du coup, oui, il faut savoir contrôler ça, mais oui, pour moi, il y a une barrière à limite d'âge qu'il ne faut pas dépasser, bien entendu. Mais après, faut savoir réguler, tout simplement. Parce que je sais que pour beaucoup, notamment, ça, c'est un échappatoire. Ça a été le mien pendant des années. J'ai dû passer par exemple, de mes 18 ans jusqu'à vraiment mes 23 ans, vraiment complètement enfermé en fait, dans toute cette bulle en fait. En ligne, ça a été en fait un sentiment de sécurité pour moi. Donc c'est pour ça en fait que je vous ai posé cette question-là. Moi je pense qu'il y a des gens qui ont passé des et qu'ils vont cacher de la réalité et ils préfèrent de rester trop temps sur les jeux vidéo. On va donc passer à la cinquième question. Qui est responsable de la régulation des contenus ? Pensez-vous que c'est les parents, les éditeurs ou l'État ? Les trois. Pour moi, c'est les trois, plus les parents, parce que c'est ceux qui sont plus proches de leurs jeunes, tout simplement. Mais ça doit être fait par les trois à une certaine échelle.
Mais faut que l'éditeur il sache limiter ces jeux tout simplement au profil de jeunes qui vont les consommer. L'État doit savoir ce qui rentre dans son pays tout simplement, et qu'il y a des jeux qui sont pas normaux à réguler dans le pays, et puis les parents ils doivent contrôler ce que les jeunes font sur leur écran tout simplement. Yes, moi je vais revenir par rapport à Alan. Au niveau des éditeurs, je suis pas trop d'accord avec toi, parce que pour moi en fait, les éditeurs, eux ont un métier en fait. Donc ils ont voulu créer des jeux vidéo pour après des jeux vidéo qui sont bien aussi par rapport aux éditeurs. Après c'est souvent plus on va dire la faute par rapport à l'État, comme tu dis en fait, il faut qu'ils fassent attention à ce qui rentre dans leur pays. Il faut qu'ils s'occupent en priorité des choses les plus importantes dans leur pays. Donc après au niveau des parents en fait, c'est à eux de savoir ce qu'ils veulent acheter à leurs enfants en fait, au niveau des jeux en fait. Donc pour moi les éditeurs en vrai ils font juste leur travail, en fait comme que ce soit parents ou l'État. Mais pour moi je pense que ce sera plus au niveau de l'État et des parents où ça va plus impacter en fait. C'est eux le dernier choix en fait. Parce que l'éditeur c'est c'est un des premiers choix, c'est lui qui crée le jeu pour soit les vendre en fait, par rapport à son métier. Donc pour moi c'est ça. Est-ce que vous pensez que le contrôle parental peut encore servir à quelque chose Si un code où les jeunes n'ont pas accès, oui, il sert à quelque chose. Sinon, non, il sert à rien du tout. Moi, je pense que c'est les parents le plus. Si l'enfant il reste trop temps sur l'écran, tout ça, c'est la faute des parents, car ils n'ont pas écouté et resté avec lui. Ils ont laissé faire ce qu'il veut. Et dernière question, peut-on considérer les jeux vidéo comme une forme d'art ou un outil éducatif ? Oui, comme on a dit sur la question là, sur le FIFA qu'on avait donné l'exemple, oui, il y a des jeux vidéo qui sont complètement à terme éducatif. Moi je sais que par exemple quand j'étais petit j'avais une espèce de jeu où il fallait peindre, et c'est complètement une forme d'art, et ça permet de faire apprendre à l'enfant tous les métiers de l'art, de la peinture, du crayon. Donc oui, il y a des jeux vidéo qui sont adaptés à ça. Et puis je me souviens aussi quand j'étais petite, moi j'avais la Dibou. La Dibou très très connue à l'époque. Je sais pas si on parle du même, mais sur Xbox. C'était autant sur PC que sur Xbox. C'est un jeu qui a quasiment 20 ans. C'était pour apprendre vraiment des basiques, notamment par exemple tout ce qui est corps humain et tout ça. Ah non, c'est pas le même alors. Et ça, c'était vraiment du jeu vidéo purement éducatif. Et je pense aussi en soi que c'est une forme d'art, dans le sens en fait, où c'est des personnes en fait, qui parfois créent des univers, des personnages qui ont tous en fait un sens, ou qui peuvent refléter une part de la vie de quelqu'un et qui veut en fait faire partager tout ça. Un petit commentaire, Raph, ou pas ? Non, je suis d'accord avec vous. Et au niveau tout ce qui est du coup je journaliste, au niveau en fait création, au niveau de la couleur, en fait il y a des jeux aussi, on va dire que ce soit Fortnite, Roblox. Sur ces jeux-là, souvent tu as des jeux de création en fait, où tu peux faire un monde, prendre un exemple, un monde de Minecraft. En fait là c'est un univers où tu crées ton propre monde, et c'est là où tu peux vraiment être tu dis en fait, tu as le choix libre, tu fais tout ce que tu veux, tu sors tout ce que tu veux de la tête, tu crées ce que tu veux faire, tu mets tes idées en place. Donc je trouve ce jeu-là, pour moi c'est un bon exemple. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. C'est carrément l'exemple. Et puis même notamment au niveau du jeu. Et notamment en fait avec tout ce qui est au niveau du jeu, les commandes blocs et compagnie, qui créent aussi parfois des maps super complexes. C'est super intéressant à ce niveau-là, c'est un très bon exemple Minecraft, je trouve. On peut rester sur ça. Ouais. Eh bien, merci d'avoir participé à cette table ronde. De rien. De rien, ça fait plaisir. Merci. Coup de cœur. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du handisport.
Les objectifs sont de promouvoir l'inclusion, changer le regard sur le handicap et valoriser la pratique sportive pour tous, quelles que soient les capacités physiques ou sensorielles. Qu'est-ce que c'est le handisport ? Le handisport regroupe l'ensemble des activités sportives pratiquées par des personnes en situation de handicap physique ou invisible. Exemple, moteur, visuel, auditif. Ces sports peuvent être adaptés de disciplines existantes ou spécialement créés pour répondre aux besoins des athlètes. Exemple de sport, le handball, le basket en fauteuil et le football à l'aveugle. J'ai choisi de vous en parler aujourd'hui car ça me tenait à cœur. C'est important de le mettre en valeur et d'éviter les mauvaises images. Plus jeune, je n'avais aucune conscience sur le handisport. J'ai pu en apprendre davantage en grandissant, en faisant des ateliers de sensibilisation qui ont changé complètement ma manière de percevoir le handisport et de me rendre compte que les personnes atteintes de handicap ont autant de talent que les personnes pas atteintes de handicap. Ils méritent d'être appréciés et soutenus au même titre que les personnes valides. Le handicap n'est pas une limite, mais un défi à relever. Flash métier. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de designer sonore ou sound designer. C'est un créateur d'univers sonore. Il imagine, enregistre, transforme et assemble des sons pour donner une identité auditive à un film, un jeu vidéo, une publicité, une application ou même un lieu physique. C'est à la fois un technicien du son et un artiste de l'émotion auditive. Ses tâches principales sont de créer, enregistrer, manipuler, transformer des sons, donner des ambiances sonores cohérentes, travailler avec une équipe artistique, mixer et équilibrer, et également inventer des sons inexistants. On peut accéder à ce métier avec un BTS de l'audiovisuel option son ou un diplôme d'école spécialisée en son ou multimédia comme à l'ENS Louis Lumière, FEMIS, SAE Institute, École 3IS, Isart Digital, l'ENSAD, etc. ou également une licence ou master en musique audiovisuelle ou ingénierie du son. Il existe aussi des formations courtes en MAO, musique assistée par ordinateur ou design sonore. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont aidés à réaliser ce podcast et merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On se retrouve au prochain épisode.